je pourrais discuter avec le professeur Chessoigny pendant des heures sur ces sujets. Peut-être on aura le temps de le faire plus tard, mais je vais vous épargner cela. En revanche, là aussi, dans les préparations de cette chaire, on avait discuté avec Véronique de cette illusion empathique. Et la question que moi je lui avais posée, c'est n'y a-t-il pas aussi une illusion empathique entre, pourquoi pas, une population de personnes autistes et une population de personnes dites neurotypiques ou inversement. Donc c'est une grande question et parfois on veut se la poser entre humains et robots, mais ne faut-il pas se la poser aussi entre humains et humains? Voilà. C'est un autre débat. Revenons maintenant à notre débat aujourd'hui et pour nous recentrer sur une partie peut-être plus technologique mais tout aussi expérimentale et qui met bien le contexte d'expérimentation autour des robots et autour de la relation entre le robot et l'humain avec Jérôme Maisonas et qui va nous expliquer quel est l'apport du Fab Lab qu'il gère et sa complémentarité par rapport au Living Lab qui est géré par Véronique. Merci. Voilà, tout d'abord, je commencerai par partager en fait mon engagement et mon émotion de participer à cette aventure qu'est la chaire robotique, parce que le point de départ de mes réflexions personnelles sur le progrès technique, pour ouvrir un peu encore plus le débat, tout en étant, je pense, un technologue, puisqu'on parle de robotique, je fais des robots, je suis un robot maker, je me pose assez régulièrement la question du sens de ce que je fais. Pourquoi je fais des robots? Quel impact, quelle valeur j'apporte en faisant cet acte de fabrication à la société? Et j'attends beaucoup en fait de discussions avec mes collaborateurs, de trouver des réponses à ces questions-là. Pourquoi on fait ça? Quel sens? Alors, quand j'ai rencontré Véronique Auberger, j'ai trouvé une raison assez claire, ou en tout cas un axe de réflexion assez clair. C'est un axe qui est un axe scientifique. C'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas apporter une réponse si c'est bien ou c'est pas bien, mais au moins on va essayer de mettre en œuvre une méthodologie pour comprendre comment ces robots modifient nos relations au monde. Alors la relation que l'humain avec la machine, mais même la relation que les humains ont entre eux lorsqu'elle est médiée par des technologies. Donc voilà, j'ai un peu ouvert le débat, mais je vais essayer après de partager avec vous surtout les moyens et les plateformes qui sont disponibles au sein de cette chaire robotique. Alors ce ne sont pas les seuls, mais ce sont des moyens sur lesquels on va s'appuyer pour faire de la science. Alors s'il fallait résumer la science, pour moi science égale méthodologie. On a parlé un petit peu, à plusieurs moments, mes confrères ont abordé la question de la méthodologie, de comment on va tirer des savoirs et de nos expériences. On parle d'expérience. Alors en anglais on dit experience, experiment. Pour le coup là on va parler d'experiment. C'est comment à partir de ces plateformes qui sont les Fab Labs et les Living Labs, on peut essayer de partager, alors pas que les scientifiques, mais que la méthode scientifique accompagne en fait une réflexion de la société civile, des usagers, des industriels, et comment cette méthode peut permettre en fait à l'ensemble des participants d'avancer. Donc en ce qui concerne les Fab Labs, alors peut-être un petit mot juste pour replacer ce que c'est qu'un Fab Lab. Fab Lab, ça veut dire Fabrication Laboratory. L'idée, elle vient des États-Unis, du MIT, soutenue par un labo du MIT qui s'appelle Centre for Bits Anatomy. Donc c'est un labo important. Aujourd'hui, c'est une association internationale. Il y a 70 pays qui développent donc, des Fab Labs. Donc un Fab Lab, c'est un tiers-lieu qui a une valeur pédagogique de base qui est de permettre tout à chacun de disposer de ressources techniques. Alors quand je pense ressources techniques, il y a des machines qui sont sélectionnées pour être accessibles, et puis des ressources humaines, puisque dans un Fab Lab, il y a des personnes qui accompagnent l'usage de ces machines et qui peuvent aussi apporter des compétences pour permettre de concrétiser des idées. Donc on est bien dans cette dimension de je pars d'une idée, et la promesse, c'est que n'importe qui, avec un accompagnement somme toute assez léger, doit être en mesure de pouvoir réaliser un grand nombre, concrétiser ses idées. Je pense que ce qui est intéressant, moi ce que je trouve intéressant dans cette aventure des Fab Labs, c'est les valeurs qu'il y a derrière. Les Fab Labs font la promotion du partage, c'est-à-dire qu'on trouve des Fab Labs tout à travers le monde. L'idée qui est très importante pour ce partage,
il pousse l'idée qui est quand on design quelque chose, on a fabriqué un verre, on a fabriqué une bouteille, on a fabriqué un robot. Ce qui est important, c'est permettre à quelqu'un qui serait de l'autre côté de la planète, avec des ressources qui sont comparables, de pouvoir le refabriquer. Et ainsi, d'itération en itération, une communauté peut se créer et donc améliorer de façon itérative un objet, une idée. Je pense que Laurent qui est à côté de moi, puisqu'il ne l'a pas présenté, est aussi responsable d'un Fab Lab qui a vocation justement de vulgariser la science et les technologies. Il y a vraiment cette idée de permettre au plus grand nombre, au grand public, donc d'être contributeur finalement d'innovation. Et moi, ce qui me plaît énormément dans cette idée-là, c'est vraiment le côté émergent. Je pense que l'innovation, ça se déclare pas. Je veux dire, on n'a pas à dire demain je vais pas me lever, j'ai une idée, je vais être innovant. Je pense qu'en réalité, il y a des idées qui naissent, il y a des idées qui meurent. C'est un peu comme en biologie, s'il y a un bac à pétri, ça dépend de ce qu'on met un peu dans le bac à pétri, il y a des bactéries qui vont proliférer ou d'autres qui vont mourir. Et je pense qu'il y a le Fab Lab contribue finalement à fabriquer ce bac à pétri, à mettre des éléments pour que, effectivement, à un moment donné, une idée émerge, elle est partagée par le réseau donc sert d'amplificateur, et à un moment donné, cette idée peut vraiment presque se détacher du réseau des Fab Labs et devenir un projet à part entière. Je pense que tout le monde a vu dans les médias des exemples de prothèses imprimées en 3 dimensions qui ont été réalisées pas par des grands professeurs de grands hôpitaux, mais qui ont été réalisées par des associations du grand public. On voit comment des fois le grand public, mis en collectif, est capable de faire émerger des technologies que, somme toute, assez avancées et assez impressionnantes. Encore une fois, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette démarche, c'est vraiment ce lien entre le monde réel. On est vraiment face à une situation particulière, et grâce à ces plateformes-là, on peut faciliter l'émergence d'une technologie et faire ce lien entre un besoin vraiment terrain et puis un dispositif technologique qui peut être même relativement avancé. Donc les Fab Labs, s'il faut résumer ou garder quelque chose en tête, c'est une plateforme de fabrication. On fabrique ensemble, on partage les designs et une communauté se fédère autour de ces fabrications pour les faire évoluer. Les Living Labs, on partage en fait les mêmes valeurs que les Fab Labs, puisque la logique des Living Labs, c'est pas forcément la fabrication, mais c'est comment les gens, donc là je pense, quand je dis les gens, c'est les sociétés civiles, les industriels, et puis le commun des mortels, mais le citoyen lambda, se réunissent, et les chercheurs, se réunissent autour de projets communs, en partageant en tout cas l'idée que l'innovation, c'est pareil, elle est émergente, elle vient du partage des opinions, du partage des problématiques, et que ces deux-là va émerger finalement des solutions. Je crois ce qui peut, vraiment la complémentarité entre les deux approches, c'est que va fabriquer Living Lab, on va être dans l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on va prendre des technologies, on va les mettre dans la vraie vie, et dans la vraie vie, on va voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc c'est pas être dans un microcosme d'un laboratoire très fermé avec des protocoles très stricts, c'est comment on prend cette molécule, on la jette dans la vraie vie, et on voit comment elle évolue. Et tout ça pour vous dire que dans cette chaire robotique, à Grenoble, on a la chance d'avoir justement un écosystème très dynamique. Donc que ce soit avec Laurent Chiquano à la CCSTI, un Fab Lab ouvert, on va dire, au grand public avec une vocation de vulgariser la science, ou sur l'université avec le Fab Lab dont je m'occupe, qui a des vocations un peu plus académiques, en sens école d'ingénieur, recherche, où on va plutôt travailler sur des aspects très techniques, des technologies plutôt avancées, où on va essayer justement de partager les innovations, recherches, et de les faire diffuser déjà auprès de nos étudiants d'une part, auprès des industriels d'autre part avec les partenaires, par exemple Ramèche pour en dire un mot, puisqu'il y a cette logique-là aussi, de faire le lien entre industriels et laboratoires de recherche, et puis également, complémentaire, je veux dire, avec ce que fait Laurent, de diffuser vers le grand public. Donc tout ça est très complémentaire, Grenoble est très dynamique, nous avons des plateformes, nous avons la chance d'avoir ces plateformes-là pour la fabrication, et nous avons aussi la grande chance d'avoir un Living Lab. C'est-à-dire qu'on a ces deux philosophies qui partagent les mêmes valeurs on met à disposition du plus grand nombre ce bac à pétri où on peut mettre industriels, chercheurs, grand public, usagers dans ce bocal, et on a les outils pour pouvoir faire cette émulsion qui peut nous amener à de l'innovation. Donc on ne va pas faire ce bac à pétri, on ne va pas juste faire comme on peut le faire de façon un peu naïve, on pose quelques ingrédients au bord de notre fenêtre en regardant s'il y a des champignons qui se développent. L'idée c'est de le faire aussi avec vraiment un regard scientifique, c'est-à-dire avoir des modèles de l'humain. Je pense que Véronique
aujourd'hui vient avec des hypothèses assez fortes de qu'est-ce que c'est que ces modèles de l'humain, quelles sont finalement les relations entre les humains et comment le robot est un outil pour comprendre ces relations entre les humains. Le robot n'est pas une finalité, mais tout simplement un outil de compréhension et d'expérimentation au service de la recherche et de l'ensemble des partenaires qui vont développer ensemble les technologies qui vont impacter ces relations. Et donc on est vraiment dans cette dynamique de fabriquer, expérimenter dans notre plateforme qui s'appelle Domus, qui est un living lab, donc c'est un micro-monde. Pour vous donner, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à un appartement, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais en fait, on est un peu dans l'appartement, je vais dire, pour une image très grand public, à la Love Story. En fait, tout est observé. Le moins de faits et gestes qui se passent, tous les comportements qui sont réalisés à l'intérieur de cet appartement sont observés, observables. Mais encore une fois, et encore là on pourra reparler de questions d'éthique, c'est à quel point on peut faire des mesures écologiques, c'est-à-dire à quel point on peut mesurer une personne, quelque part sans lui donner trop d'éléments pour que l'expression de son comportement soit le plus spontané et le plus naturel possible, alors qu'on sait pertinemment qu'on le place dans un bac à pétri expérimental. Mais ce Living Lab a vocation déjà d'aller le plus loin possible dans l'écologie avant de complètement lâcher cette molécule dans quelque chose où en fait on ne peut plus observer et la recherche n'a plus d'emprise. Et donc du coup, il devient très difficile de, quelque part, de faire de l'éthique, on va dire, ou en tout cas de réflexion, si on n'a plus de moyens non plus d'observation. Et le Living Lab est un des outils qui va nous permettre de faire cette transition entre le tout contrôle d'un box scientifique, où finalement le contrôle est tel que peu de spontanéité ou peu d'émergence peut apparaître, et d'un autre côté où on jette sans précaution une innovation dans la nature en voyant comment ça se développe. Donc, je vais basculer sur la question pourquoi vouloir créer des robots, soit même dans un contexte d'expérimentation. On a parlé de Robert, Valérie justement disait que qu'elle était avec Robert en personnifiant donc finalement des pots de fleurs, puisque Robert est composé en partie de pots de fleurs. Alors c'est parce qu'il est fait avec des pots de fleurs que pour autant Robert n'est pas un robot, et pour autant il n'est pas un objet technologique. Ce Robert en fait c'est la collaboration déjà maintenant de 7 écoles d'ingénieurs de l'université de Grenoble. Donc dans nos pots de fleurs sont installés des logiciels qui sont plus avancés que certains robots industriels qui sont aujourd'hui connus du grand public. Mais j'ai envie de dire, peu importe que ce soit Robert, ce qui est important de noter, c'est que Robert, encore une fois, c'est un outil qui va nous servir à l'expérimentation, comme d'autres robots industriels peuvent servir à l'expérimentation, et là Ramesh peut-être aussi complétera. Mais l'intérêt de le faire nous-mêmes, c'est que si le scientifique veut poser vraiment des questions très spécifiques pour étudier l'humain, et que si on achète, par exemple, sans citer, pour citer, par exemple un NAO ou des robots humanoïdes, on achète des hypothèses finalement de l'industriel. On achète le fantasme de l'industriel. L'industriel a imaginé un robot, il l'a fabriqué. Le process de fabrication et d'industrialisation fait que ce robot est peu modifiable pour des raisons de sécurité, pour des raisons de coût. Je veux dire, un industriel ne souhaite pas qu'on mette les mains sur... qu'on aille bidouiller les aspects mécaniques du robot pour des raisons évidentes de garantie et de qualité de service. Donc, pour des raisons, on va dire, purement expérimentales, en termes de recherche, ça fait du sens de pouvoir, nous, disposer de briques, logiciels et matériels qui nous permettent d'agréger un robot spécifique pour tester nos hypothèses. Je conclurai là-dessus. Robert, comme vous voyez sur des images, dispose de mains dans le dos. Il a des yeux, il est capable de tourner la tête. Nous travaillons à essayer de mesurer la portée de la voix pour interagir avec des utilisateurs. Ce sont 3 axes qui sont choisis et qui sont implémentés sur ce robot pour tester justement pour tester des hypothèses sur la relation entre l'humain et le robot. Donc voilà, Robert n'est ni plus moins un exemple d'objet expérimental qui nous permet de faire de la science en situation écologique.